Je m'appelle Claire et j'avais 27 ans la nuit où j'ai compris le prix de l'invisibilité. L'enveloppe était épaisse comme une promesse, couleur crème. Mon nom, imprimé en lettres d'or, semblait fait pour ce poids. Pre-National de Design, Art Institute of Chicago. 15 décembre. J'ai passé mon pouce sur le sceau en relief. Comme on teste les contours d'un rêve. Ma bibliothèque communautaire durable. C'était enfin plus que de simples plans, de la caféine et du code. C'était vu. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible au sein de votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'ai d'abord appelé ma mère. Le téléphone a sonné 3 fois, puis sa voix s'est estompée. J'entendais le vacarme de la télévision en fond sonore. Un match, toujours un match. Salut maman. Grande nouvelle. Quoi donc, ma chérie? J'ai gagné le prix. Le Grand Prix. Le prix national de design. Je dois faire un discours à l'Art Institute of Chicago. Un silence. Une voix étouffée. Mon père, Marc, demandait qui c'était. Elle a couvert le combiné, mais j'ai quand même entendu. C'est clair. Elle a gagné le concours de dessin. Tu fais un dessin? Ai-je murmuré. C'est merveilleux, ma chérie, a-t-elle dit d'une voix enjouée et fausse. C'est quand? Le 15 décembre. C'est un samedi. Le silence à l'autre bout du fil fut si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. J'ai entendu son soupir, un son que je connaissais mieux que mon propre nom. Oh, Claire, c'est le week-end des séries éliminatoires de Logan. Aussitôt, l'atmosphère s'est retombée. La cérémonie est un soir, maman. Son match est vendredi, n'est-ce pas? Oui, mais ton père et moi, on avait prévu de descendre plus tôt, tu sais, pour être là pour lui et s'assurer qu'il soit bien installé. Il risque de faire mauvais temps. Il faut qu'on soit là au cas où. Au cas où. C'était la phrase sur laquelle toute mon enfance s'était construite. Au cas où. Logan avait besoin de quelque chose. Au cas où. Ses sentiments étaient plus importants que les miens. Moi aussi, ai-je dit. Les mots étaient bas, mais lourds de sens. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Il veut vraiment qu'on soit là. Claire, a-t-elle dit comme si cela réglait tout. Maman, c'est l'Institut d'art. Je dois faire une présentation. Tu peux nous envoyer la vidéo, n'est-ce pas? Elle prit ce ton désinvolte et généreux qui sonnait toujours comme une gifle. On la regardera tous ensemble en rentrant du match de Logan. Ça y était. La Fisher. Le moment où l'on sent quelque chose se briser en soi, et où l'on sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Je n'ai rien dit. Je suis resté planté là, à fixer les plans sur le mur de mon appartement. J'avais passé la nuit à les terminer. Claire, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Tu manques de sensibilité? Ai-je dit. Ma voix était soudain froide. Claire, je revois juste mes attentes. On essaiera d'y arriver si on peut, a-t-elle dit. Le mensonge était si facile pour elle. Non, ai-je dit. Ne vous surmenez pas. J'ai raccroché avant que ma voix ne se brise. J'ai regardé autour de moi dans mon atelier. Sur mon bureau, dans un cadre, se trouvait la dernière photo de famille que j'avais pris la peine de conserver. Nous étions tous réunis le jour de la signature de Logan à l'université, mes parents rayonnants, vêtus de son maillot. Logan, au premier plan, brandissait le stylo comme un trophée. Et moi, en marge, à moitié dans l'ombre, mon visage flouté juste assez pour être facultatif. C'était l'algèbre du favoritisme, une mathématique que je connaissais depuis toujours. Logan était le nombre entier. J'étais le reste, la fraction, l'erreur d'arrondi. Je me souvenais du jour où j'avais obtenu ma première bourse pour l'école d'architecture. J'avais appelé chez moi, tellement excité que j'en avais le souffle coupé. Mon père m'avait dit, « C'est génial. Dis-moi, tu as entendu? Logan est devenu quarterback titulaire. » J'avais financé moi-même mes 6 années d'études. Des prêts étudiants qui pesaient comme des boulets, des bourses. J'avais dû me battre pour 2 emplois à temps partiel. Pendant ce temps-là, il payait la nouvelle voiture de Logan, ses voyages pendant les vacances de printemps, son appartement près du campus. Ce n'était pas nouveau. C'était juste la fin. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé de message. À quoi bon? Les disputes ne fonctionnent que lorsque l'autre personne pense que vous avez le droit d'être en colère. Je suis resté là, longtemps, à contempler les mathématiques. L'algèbre de leur amour. Tout se résumait toujours à ça. Les désirs de Logan l'emportaient systématiquement sur mes besoins. Il m'a fallu des années pour trouver le terme. Les psychologues appellent ça la dynamique de l'enfant chéri et du mouton noir. Et ce n'est jamais vraiment une question d'amour. C'est une question d'ego. Pour des parents comme les miens, l'enfant chéri, Logan,
était un miroir. Il était leur seconde chance de gloire, leur victoire en termes d'image. Ses succès étaient leurs succès. Quand ils gagnaient. Moi, le mouton noir. J'étais un miroir, moi aussi. Mais je reflétais tout ce qu'ils ne voulaient pas voir. Mon ambition discrète n'était pas une source de fierté. C'était une menace. Mon chemin différent n'était pas synonyme d'indépendance. C'était un jugement porté sur le leur. Logan était leur reflet. J'étais leur concurrente. Et c'est pour ça qu'ils le finançaient. J'ai repensé à mes 6 années d'études d'architecture. Les nuits blanches à force de nouilles instantanées et de café bon marché. Les bourses pour lesquelles j'ai dû me battre chaque semestre. Les 2 petits boulots que j'ai cumulés juste pour payer mes fournitures et mon loyer. Et finalement, diplômé avec plus de 60 000 $ de dettes étudiantes. Je me souviens avoir appelé chez moi, terrifié, après la réduction de mon aide financière pour ma 3e année. Mon père m'a dit, « Écoute, Claire, tu es adulte. Tu dois assumer tes choix. » Un mois plus tard, ils ont offert à Logan un camion flambant neuf pour ses 21 ans, car l'ancien n'était plus fiable. J'ai repensé aux étés que Logan passait à parcourir l'Europe sac au dos, financé par les cadeaux de fin d'études. Ces mêmes étés que j'ai passés à faire des stages non rémunérés à Chicago, à essayer de percer dans mon secteur. Ils ne se contentaient pas de m'ignorer. Ils investissaient activement dans sa vie tout en profitant de la mienne. Ils ne me voyaient pas comme une fille. Ils me voyaient comme une ressource autonome. La responsible. Celle qui se débrouillerait. Celle qui comprendrait toujours. J'ai regardé l'enveloppe couleur crème posée sur ma table. Le prix national de design. La plus haute distinction dans mon domaine. Et j'ai compris qu'ils pensaient que je comprendrais, moi aussi. Que j'accepterais sans broncher d'être mise sur le banc pour son match éliminatoire. J'ai pris mon téléphone. Je ne les ai pas appelés. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai envoyé un message au comité des prix. Réservez les billets, Claire. J'ai tapé 2 noms, Chloé et Douglas, ma meilleure amie et mon mentor, les seuls à avoir vu mon travail. Ceux qui étaient venus me soutenir quand ma propre famille était trop occupée à regarder le match. Ma vraie famille. Le silence qui a suivi n'était pas vide. C'était un espace. C'était la première pièce calme et sereine dans laquelle j'ai jamais vécu. Personne n'a appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai juste travaillé. 18 mois ont passé. Non pas en jours, mais en plans et en réunions clients. J'ai investi toute mon énergie, toutes mes nuits blanches, toute cette souffrance accumulée dans Zora Design. Mon entreprise, ma vision. J'ai embauché 2 jeunes designers qui partageaient ma passion pour les matériaux durables. Nous avons décroché un petit centre communautaire, puis un hôtel de charme. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que mon esprit s'apaise. Je construisais quelque chose de concret, quelque chose qui portait mon nom, et c'était plus solide que n'importe quel lien familial que j'avais jamais connu. Et c'est dans ce calme que Evan est entré. Je l'ai rencontré sur un chantier. Il était architecte paysagiste, et il avait une attitude sereine et posée. Il ne se contentait pas de regarder mes plans, il les voyait. Il posait des questions sur la circulation de l'air, la lumière, la façon dont le bâtiment s'intégrerait au sol. Après 3 rendez-vous, il a posé l'inévitable question, le regard bienveillant. Ta famille habite dans le coin. J'attendais cette angoisse familière, ce besoin de m'excuser ou de m'expliquer. Mais elle n'est pas venue. Dans le coin, ai-je dit. Il a simplement hoché la tête, sentant le poids de la question. Dans le coin, ça me paraît compliqué. C'est plus simple quand je n'appelle pas, ai-je répondu. Et c'est tout. Il n'a pas insisté. Il n'a pas exigé d'explication. Il a simplement accepté ma réponse et m'a demandé comment s'était passée ma journée. C'était la première fois que je comprenais que le soutien n'avait pas besoin d'être bruyant ou ostentatoire. Parfois, il suffisait d'une absence de jugement, tout simplement. Ma vie a commencé à prendre forme, comme les fondations que je construisais petit à petit. Le travail s'est amélioré. Nous avons commencé à nous concentrer sur le logement social durable, alliant esthétique et dignité humaine. Puis, un après-midi, mon ancien mentor, Douglas, m'a appelé. Sa voix était formelle, comme s'il dissimulait un sourire. « Claire, dit-il, as-tu vu le dernier numéro d'Architectural Digest ?» Non, j'étais plongé dans les plans d'urbanisme pour le projet Milner. Pourquoi? Eh bien, tu devrais peut-être en prendre un exemplaire. Ouvre à la page 90. Mon cœur s'est emballé. J'ai couru au kiosque à journaux du coin, celui qui vendait les magazines internationaux de luxe. J'ai feuilleté les pages glacées et épaisses, les mains tremblantes. Et là, je l'ai vu.
La page 40, les nouveaux visages de l'architecture. Et là, occupant 2 pages entières, mon projet de bibliothèque communautaire et ma photo. Je ne savais même pas que Douglas m'avait nominé. Ce n'était pas juste une victoire. C'était la victoire. Le Forbes de Monmouth. Le prix qui disait, tu n'étais pas seulement doué. Tu étais l'avenir. Assise sur un banc, le magazine ouvert sur les genoux, je repensais à ce premier prix. Celui de l'Art Institute. J'avais tellement espéré que ma famille le voie, si déçu qu'ils aient préféré un match. Maintenant, en tenant ce trophée entre mes mains, je réalisais avec une étrange clarté que je n'avais même pas pensé à leur dire que j'étais nominé. J'avais bâti une vie, une carrière, un foyer si abouti que leurs applaudissements n'étaient plus un matériau de construction indispensable. J'étais ma propre architecte. J'étais mes propres fondations. Et eux, ils n'étaient que mes anciens voisins. Ils n'en avaient aucune idée. Ils étaient encore quelque part dans ce stade, à acclamer un match terminé depuis des saisons, complètement inconscients que la fille qu'ils avaient considérée comme une erreur d'arrondi venait de prendre les rênes de leur vie. Je ne m'attendais pas à ce que la liste tombe un mardi. J'étais en pleine réunion avec un nouveau client, en train de dessiner les plans d'un atrium durable, quand mon téléphone, posé face contre table, s'est mis à vibrer. Pas une seule fois, mais de façon continue. Un bourdonnement sourd et agaçant contre le bois. Ma collègue Chloé, assise en face de moi, a haussé un sourcil. « Tu deviens soudainement une espionne internationale », a-t-elle chuchoté. J'ai fait comme si de rien n'était. Mais à la fin de la réunion, j'avais 19 nouveaux SMS, 43 alertes par email et 7 appels manqués. La liste AD40 était en ligne. Mon téléphone était en ébullition. Des collègues que je n'avais pas vus depuis des années. Des professeurs, même les clients de l'hôtel de charme. « Felicitations, Claire !» Époustouflant. To Lumerites. Mon mentor, Douglas, m'a envoyé un message des plus simples. Je te l'avais dit. Je suis resté là, à contempler ma photo sur le site d'Architectural Digest, à côté du titre « Visionnaire ». C'était irréel. Un silence pesant régnait. Eva m'a envoyé une capture d'écran de l'article accompagnée d'une série d'émojis de bouteilles de champagne. Je l'ai appelé et il a éclaté de rire. Je sors avec une visionnaire, a-t-il dit. J'annule mon après-midi. On fête ça. C'était un moment de joie pure et intense. Et le plus beau, c'était le silence. Un silence assourdissant, magnifique, venant de ma famille. Ils n'en avaient aucune idée. Ils n'étaient pas au courant. Mon succès m'appartenait entièrement. Mais l'univers a horreur du vide. Et ma famille déteste être mise à l'écart. Même d'une situation dont elle s'est exclue volontairement. La découverte, finalement, a eu lieu là où je n'aurais jamais pensé chercher. Mon frère Logan était chez son entraîneur. C'était 2 jours après la parution de l'article. IL était là pour le bilan de fin de saison, sans doute pour flatter son ego. Il était assis sur un canapé en cuir pendant que son entraîneur terminait un appel. Il a pris le magazine sur la table basse. Architectural Digest, pas un genre de lecture. Il m'a dit plus tard qu'il cherchait juste des photos de voitures ou de montres. Il a tourné une page, puis une autre, et là, il s'est figé. J'étais là, en double page, la bibliothèque, ma photo, celle où j'avais l'air confiante, heureuse, et rien à voir avec la fille modèle. Il le savait. Il le fixait du regard. Le nom, le visage, Claire Aura Design, la visionnaire. Ces mots ne collaient pas. C'était sa sœur. La discrète, la banale, celle qui perdait toujours les disputes et qui payait ses études elle-même. Comment? Il ne m'a pas envoyé de SMS. Il ne m'a même pas appelé. Il a appelé mon père. Marc m'a raconté l'appel plus tard, la voix encore tremblante au souvenir. Le téléphone a sonné, c'était Logan, mais il n'était pas calme. Il criait, essoufflé, paniqué. « Papa, tu vois ça? Comment? Comment a-t-elle fait? » « Faire quoi, Logan? Qu'est-ce qui se passe? » Le magazine, la pub numéro 40. Elle est dedans, Claire. Comment a-t-elle fait pour y être? C'est vrai? Elle a combien d'argent? C'est quoi Aura Design? Pourquoi elle ne nous l'a pas dit? Mon père, perplexe, a raccroché et a appelé ma mère. Karen, va tout de suite au magasin et achète un Architectural Digest. Il y a quelque chose qui cloche avec Claire. Ma mère, agacée, elle est allée à l'épicerie. Elle a trouvé le magazine. Elle est restée plantée dans le rayon des caisses, à le feuilleter jusqu'à ce qu'elle voie ma photo. La conversation de groupe familial, celle où je n'étais pas, a explosé. Ma réussite n'était pas une fête. C'était une embuscade.
Ils n'étaient pas fiers. Ils étaient furieux parce que j'avais fait la seule chose qu'ils n'auraient jamais imaginée. J'étais devenue importante toute seule. Et je l'avais fait sans leur permission. Les appels ont commencé un jeudi, non pas sur mon portable, mais à mon bureau. Ma réceptionniste, Chloé, m'a appelé. « Claire, ta mère est en ligne. » Elle avait l'air insistante. J'ai regardé mon téléphone. « Dis-lui que je suis en réunion avec un client, Chloé. » Et répète-lui ça toute la journée. 1 heure plus tard, Chloé a rappelé, la voix tendue. « Claire, ta mère est dans le hall. » Je suis sorti et la voilà, Karen, tenant un plat Pyrex emballé dans du papier aluminium. L'offrande de paix classique de quelqu'un qui n'a aucune intention de. « Claire, excusa. »« Dieu merci, » dit-elle en s'avançant précipitamment. On était tellement inquiets. Tu ne nous as rien dit à propos de ce magazine. Je restais immobile, la laissant là, le plat à la main. Je suis en plein travail, maman. J'ai apporté ton plat préféré, dit-elle en soulevant le plat. On peut parler. Il n'y a rien à dire. Tu dois partir. To me the ranges. Ne sois pas comme ça, siffla-t-elle, son sourire se figeant. Ça suffit. Tu as fait passer ton message. Je n'ai rien dit, ai-je rétorqué, la voix aussi froide et imperturbable que les parois vitrées de mon bureau. Je travaillais, c'est tout. Chloé, ma mère, s'en va. Elle a laissé le plat sur le comptoir de la réception. J'ai dit à Chloé de le jeter à la poubelle. L'embuscade suivante était celle de mon père. Il était plus malin. Il a attendu jusqu'à 6 heures du matin devant ma salle de sport. Il est sorti de derrière une voiture, 2 cafés à la main, comme si c'était un samedi ordinaire. « Claire, » a-t-il dit en me tendant un café. « Tu as 1 minute. » Je n'ai pas pris le café. « 2 in infraction, papa. Ne fais pas ton cinéma. On s'est trompé. » D'accord. Pour la récompense, on aurait dû être là. Mais toi, tu as toujours été si indépendante, Claire. On pensait juste. On pensait que tu n'avais pas besoin de nous. C'était leur excuse la plus vieille du monde. Celle qu'ils utilisaient à chaque fois qu'ils choisissaient Logan. Je n'étais pas indépendante, papa. J'ai été abandonnée. Ma voix était basse, mais elle a percé le silence. L'air du matin. J'avais besoin de toi. J'avais besoin de toi quand je faisais ma demande de prêt étudiant. Tu as accepté de te porter garant pour Logan sans hésiter. J'avais besoin de toi à ma remise de diplôme. J'avais besoin de toi à l'école d'art. J'ai arrêté de te le demander parce que tu étais toujours à un match. Il n'avait pas de réponse. Il est resté là, plus petit que jamais, son café refroidissant. Je dois y aller, ai-je dit, et je l'ai dépassé pour entrer dans la salle de sport. Puis Logan est arrivé. Il s'est présenté à mon appartement, frappant à la porte comme si c'était chez lui. J'ai ouvert et il m'a dévisagé, sa confiance en lui d'antan complètement disparue. « Tu nous fais passer pour des monstres, Claire ?» a-t-il dit. « Je ne te fais pas passer pour quoi que ce soit, » ai-je répondu. « Je ne me cache plus pour toi, c'est tout. » J'ai claqué la porte. Mais la vraie confrontation était encore à venir. Une invitation est arrivée dans ma boîte mail. Mon ancien lycée. Il voulait que je sois lauréate du prix AD40 et que j'intervienne comme conférencière principale lors de leur journée des carrières. L'ironie était tellement flagrante que j'en avais le souffle coupé. Le même auditorium où mes parents, ils étaient assis sur des gradins inconfortables, hurlant à plein poumon pour Logan. Maintenant, ils me voulaient sur scène. J'ai tapé un seul mot en réponse, oui. Le jour du discours, j'ai ressenti un calme étrange. Je suis entré dans le vieil auditorium familier et, comme je m'y attendais, blotti tout au fond, essayant de se faire oublier, se trouvaient Karen, Marc et Logan. Ils avaient trouvé un moyen d'entrer. Je me suis tenu au pupitre. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé les 300 étudiants. « Bonjour », ai-je dit. Quand j'étais étudiante ici, j'étais invisible. J'avais de bonnes notes. Je ne causais pas de problème, et j'étais fiable. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. C'était la photo de mon invitation pour le prix national de Design. Il y a 18 mois, j'avais remporté ce prix, la plus haute distinction dans mon domaine. C'était la soirée la plus importante de ma vie. On m'avait demandé de prononcer un discours à Chicago. J'ai cliqué à nouveau. La diapositive suivante était une photo en noir et blanc saisissante de 3 chaises vides dans l'auditorium. C'étaient les places de ma famille, ai-je dit. Le microsana. Un silence absolu et sabatit sur la salle. Ma famille n'était pas venue. Ils avaient préféré aller au match de mon frère. Ils m'avaient demandé d'envoyer une vidéo. Je sentais leur regard brûlant depuis le fond de la salle.
Je ne vous dis pas ça pour vous attrister, dis-je d'une voix forte. Je vous le dis parce que, toute ma vie, j'ai cru que leur approbation était la récompense. Je pensais devoir travailler dur, réussir suffisamment pour enfin mériter leur attention. Je me trompais. Je cliquais sur la dernière diapositive. C'était la couverture d'Architectural Digest. Mon visage, mon nom. Votre validation est le fondement que vous construisez pour vous-même. Ce n'est pas une pièce où l'on attend que quelqu'un d'autre vous ouvre. Ne fondez pas vos rêves sur l'approbation d'autrui. Ils ne seront peut-être pas là. Construisez-les pour vous, car vous serez toujours là. Je levai les yeux. Les étudiants me fixaient. Et au fond de la salle, ma mère cachait son visage dans ses mains. Je ne m'étais jamais sentie aussi forte. Le silence qui suivit n'était pas empreint de colère. Il était paisible. Il s'installa sur ma vie comme une douce étreinte. Neige fraîche, propreté et calme. Mon entreprise, Aura Design, prospérait. Nous avons embauché 3 personnes de plus. Nous avons décroché le projet Milner. Evan et moi avons trouvé un magnifique appartement à Lincoln Park, avec d'immenses fenêtres laissant entrer la lumière du matin. Douglas et Claude sont devenus ma vraie famille. Ceux que j'appelais pour fêter les succès. Ceux sur qui je m'appuyais lorsqu'un projet échouait. Les saisons ont défilé. Mon père a cessé de me contacter. Les courriels furieux de ma mère se sont raréfiés, remplacés par un silence numérique pesant. Puis, un après-midi, près de 18 mois après le discours du lycée, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Claire, je ne sais pas si tu liras ce message. Je ne te demande pas de répondre, mais je suis en thérapie depuis 6 mois. Je voulais comprendre pourquoi j'étais comme ça. Pourquoi j'attendais toujours de toi que tu comprennes le sacrifice. J'étais égoïste. Je te voyais comme une extension de moi-même, quelqu'un de présent, sans plus. Je tenais ton soutien pour acquis, et je laissais papa et maman faire de même. Je suis désolé d'avoir été un mauvais frère. Je suis désolé de ne pas avoir été là. C'était de Logan. Je l'ai lu 3 fois. C'était de vraies excuses, mesurées, sincères et nourries par la thérapie. Il y a 6 ans, cela m'aurait sauvé. Il y a 2 ans, cela m'aurait fait pleurer de soulagement. Maintenant, je ressentais juste une reconnaissance silencieuse. Il faisait enfin son travail sur lui-même. J'ai copié le texte, je l'ai enregistré dans un nouveau dossier sur mon ordinateur intitulé « Fermé », puis j'ai supprimé le message. Les excuses étaient enfin arrivées, mais j'avais cessé de les attendre. Je n'en avais plus besoin. Ma victoire ne résidait pas dans le fait qu'ils aient enfin compris. Il ne s'agissait pas de les faire payer. Il s'agissait d'utiliser le prix que j'avais payé. J'ai appris qu'il existe 2 types de justice. Il y a la justice punitive, qui ne regarde que le passé. Il s'agit de régler des comptes. Elle vous maintient enchaîné aux personnes même dont vous essayez de vous échapper. Mais il y a aussi la justice créatrice, la justice des égaux. Elle regarde vers l'avenir. Elle prend les décombres de ce qui tout a été démoli, et j'utilise ces décombres pour bâtir de nouvelles fondations. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai contemplé les 2 millions de dollars de financement d'amorçage que je venais d'obtenir pour la prochaine étape de développement de mon cabinet. J'en ai transféré une grande partie sur un nouveau compte. Je n'ai pas acheté de voiture. Je n'ai pas acheté de maison. J'ai lancé la Bourse Aura, un fonds de bourse complète destiné à de jeunes étudiants en architecture prometteurs issus de milieux défavorisés et plus particulièrement à ceux qui, comme moi, ne pouvaient compter sur le soutien de leur famille. Je suis maintenant dans mon nouveau bureau, celui que j'ai conçu, avec sa baie vitrée donnant sur la rivière Chicago. Le calme règne. Je suis en paix. Si vous vous êtes déjà senti de trop chez vous, si vous avez l'habitude de célébrer vos plus grandes réussites en silence, sachant que personne ne répondra au téléphone, voyez ceci comme un signe. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour briller. Votre propre reconnaissance, ce sont les fondations que vous construisez pour vous-même. Pas une pièce où vous attendez que quelqu'un d'autre vous invite à entrer. Construisez-la.